Bonjour à tous ou rebonjour à un certain nombre d'entre vous. Donc, nous nous retrouvons pour cette seconde séquence de la journée et du mois de mai plus particulièrement pour continuer à approcher la question de la sécurisation du partage et de l'échange des données de santé au travers des bonnes pratiques d'enregistrement des données dans le cadre du référentiel national d'identito-vigilance. Alors, ce webinaire va être animé par Zoé Boudry et Mylène Rosé du GIP Santé Numérique Hauts-de-France. Je les laisserai se présenter plus longuement. Sans plus attendre, donc peut-être quelques rappels de bonnes pratiques pour travailler de manière sereine et optimale. D'abord, le webinaire est enregistré. Cela permettra d'être accessible sur le site pour les personnes qui n'auront pas pu se mobiliser. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à couper vos micros et vos caméras. N'hésitez pas à utiliser le chat ou la fonction lever la main si vous souhaitez poser des questions pendant les interventions. Et puis, si possible, je vous demande de renseigner la feuille d'émargement. C'est important pour assurer le suivi des actions que l'on mène au niveau du collectif. Je vous invite également à aller regarder régulièrement le site internet du collectif. Vous retrouvez l'actualité du numérique en santé et un certain nombre d'autres ressources. Voilà. Donc, je laisse la parole à Emmanuel Gilbert de l'ARS qui va introduire le thème et puis après nous pourrons rentrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Mme Réquillard. Donc, en effet, déjà, merci beaucoup à tous les participants qui s'intéressent à ces sujets qui sont extrêmement importants. Et c'est effectivement aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de forcément toujours participer et intervenir dans quelques micros qui ne sont pas coupés, si vous vouliez bien couper les micros. Je n'ai pas toujours l'habitude de participer aux webinaires qui sont proposés dans le cadre à la fois par le collectif SI et animé par le GIP et d'autres référents nationaux. Pour autant, il me semblait important, au nom de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, de vous sensibiliser sur cette thématique extrêmement importante qui est l'identito-vigilance, même si effectivement, vous avez tous déjà des notions de la bonne identité pour le bon usager. Pour autant, lorsqu'il s'agit des services numériques, c'est d'autant plus important puisque on ne peut se permettre de proposer une qualité de prise en charge à travers les outils et les services numériques que si effectivement on a bien mis en pratique les bonnes pratiques justement d'identito-vigilance. Donc c'est pour cela que depuis déjà 2017, lorsque on a bâti, construit collégialement avec l'ensemble des acteurs du système de santé la stratégie des systèmes d'information pour la région, on a mis un point d'honneur à très clairement identifier cette problématique d'identito-vigilance et à l'intégrer dans nos groupes de travail. Ça a fait l'objet, c'est ainsi on a pu élaborer une charte régionale d'identito-vigilance. Aujourd'hui, force est de constater qu'on était un petit peu précurseur sur ces sujets également, puisque au niveau du national, il y a maintenant une charte nationale qui va être proposée sur ces sujets d'identito-vigilance. Mais pour autant, ça veut bien dire que cette question de l'identito-vigilance est extrêmement importante et que donc, il convient d'être très vigilant, combien même on n'est pas complètement dans la mise en œuvre d'un service informatique, d'un service numérique. On est également sur des aspects qui touchent plus à l'organisation et donc il y a une part d'accompagnement au changement, tant de côté usager que côté professionnel de santé, à mettre en œuvre ces bonnes pratiques en matière d'identité. Donc voilà, je vous laisse entre les mains expertes du GIP qui a une grande expertise maintenant sur ces sujets-là, qui nous a accompagnés maintenant avec le réseau Santé Qualité Risque, avec qui fait partie aussi des personnes avec qui on a pu, enfin des instances sur lesquelles on a pu travailler sur ces questions de bonnes pratiques depuis 2 ans que vous explicitez voilà, tout le contexte global de la bonne identité au service de la qualité des prises en charge. Merci beaucoup à vous et très bonne continuation. Alors, je vais prendre la main, je vais vous partager le support.
Alors du coup, bon, on nous a déjà un petit peu présenté, mais je vais le refaire, hein. Donc je suis Zoé Boudry, chargée de mission identito-vigilance au GIP Santé Numérique, et donc j'animerai ce webinaire avec Mylène Rosé, et il sera co-animé par Anne-Cécile Gilquin, qui représente du coup le réseau Santé Qualité Risque dont Monsieur Gilbert parlait. Donc, on va traiter lors de ce webinaire de bien l'identito-vigilance et sa mise en place dans vos structures en faisant un focus sur les bonnes pratiques du référentiel national. Donc, on va vous présenter qu'est-ce que l'identito-vigilance, les mesures phares du référentiel national, l'identification primaire et secondaire qu'on expliquera plus en détail dans le déroulé de la présentation, ainsi que le plan d'accompagnement et de communication en Hauts-de-France qui a été mis en place dans le cadre du déploiement de l'INS dans les structures. Et donc, n'hésitez pas, hein, comme Madame Requière le disait en début de séance, de poser vos questions dans le chat et on y répondra à chaque fin de point du sommaire. L'identito-vigilance, nous la définition comme étant l'organisation qui fiabilise l'identification d'un usager à toutes les étapes de sa prise en charge. Donc, dans l'identito-vigilance, il y a l'identification primaire et secondaire. Donc, l'identification primaire, on considère que c'est toutes les informations qu'on va demander à un usager lorsqu'il entre dans une structure pour la première fois. Donc, les informations qu'on demande, on les appelle les traits d'identité, mais on y reviendra plus tard. Et c'est ce qui permet de créer son dossier, qu'il soit numérique ou papier, dans la structure. Concernant l'identification secondaire, c'est concrètement l'ensemble des étapes qui permettent de vérifier l'identité d'un usager lors de sa prise en charge, que ce soit pour lui attribuer des médicaments ou autres. Donc on appelle aussi ça, nous, dans notre jargon, l'identification au pied du lit. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc concrètement, comment est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire finalement de mettre en place l'identito-vigilance dans votre structure? Ça passe par un certain nombre d'étapes, comme par exemple simplement mettre en place des documents de bonne pratique, notamment sur quels sont les traits d'identité, ce dont je parlais tout à l'heure, à relever lors de l'accueil d'un usager dans votre structure. Donc les traits d'identité qu'on appelle aussi les traits stricts, ce sont le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Donc ça passe aussi par des actions de formation et de sensibilisation auprès de vos collaborateurs et de la mise en place d'une politique de gestion des risques afin de pouvoir évaluer les pratiques de vos collaborateurs et de bien évaluer s'ils ont toutes les notions nécessaires à pour les bonnes pratiques d'identito-vigilance et l'évaluation des risques ou des événements indésirables qui peuvent survenir si justement l'identification il y a une mauvaise identification de l'usager. On vous a justement recensé un certain nombre d'erreurs qui reviennent souvent ou qui peuvent revenir souvent en cas de mauvaise identification. Donc ça peut être simplement rien que le fait de se tromper dans la saisie d'un trait d'identité. Donc vous risquez de créer ce qu'on appelle un doublon ou alors d'attribuer un identifiant à deux personnes qui sont différentes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la collision. S'il y a une erreur dans la saisie des traits d'identité, on peut avoir aussi comme erreur le fait de ranger un compte-rendu ou de prescrire une ordonnance dans le mauvais dossier. Et donc, il pourrait y avoir pour conséquence des erreurs graves ou enfin, plus ou moins graves médicamenteuses ou médicales, tout simplement. On recense également un type d'erreur qui est une erreur de validation de l'identité. Donc on y reviendra plus tard, c'est par rapport au statut qu'on attribue à une identité en particulier. Et donc si on valide l'identité, alors qu'on ne devrait pas le faire, on pourrait appeler le téléservice, pour ceux qui étaient là ce matin, le téléservice INSI, afin de recueillir du coup l'identité INS et donc de l'envoyer après à d'autres acteurs ou d'autres professionnels de santé entrant dans le parcours de l'usager en question pour lequel on a validé l'identité à tort.
Donc, vous l'avez bien compris, les enjeux de l'identito-vigilance, c'est bien du coup de s'assurer qu'un patient est égal une identité. Et donc, on vous a reporté ces enjeux qui sont portés au niveau national, qui sont de sécuriser du coup la prise en charge de l'usager, de construire des usages numériques sur des bases solides et d'éviter, ce qui permet d'éviter les erreurs médicales et d'avoir un meilleur suivi de l'usager. Donc, on a fini le premier point. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à peut-être ouvrir vos micros parce que je ne vois pas le chat. Aussi, Mylène, tu peux me dire s'il y a des questions. Il n'y a pas Pour de l'instant, il n'y a questions. pas de Il n'y a questions pas de dans le questions. chat. Ok, ça marche. Bon, ben, on continue du coup sur les mesures phares du référentiel national d'identité-vigilance. Donc, pour ceux qui étaient là ce matin, l'ANS, donc à la présentation de l'ANS, ils ont déjà un peu expliqué comment était traduit le référentiel national d'identité avec les différents volets, mais je vais quand même reprendre pour ceux qui n'auraient pas assisté au webinaire de ce midi plutôt. Donc, le référentiel national, il y a 7 volets, et ceux qui nous concernent aujourd'hui, ce sont ceux qui sont encadrés en rouge. Donc, il y a les points essentiels à connaître de tous les acteurs. Donc, ce volet-là, il reprend un peu toutes les définitions pour qu'on ait un peu tous la même compréhension sur ce qu'est l'identité-vigilance. Les aspects généraux qui est le socle commun finalement de ce référentiel et qui sont les règles qui sont applicables et qui sont opposables et qui le seront avec un arrêté qui sont du coup opposables à tous les acteurs de la santé. Et donc le volet sur les établissements non sanitaires qui concerne donc les structures médico-sociales et qui reprend l'ensemble des actions où on peut bien organiser bien mettre en place l'identité-vigilance dans sa structure en passant par la politique d'identité-vigilance et l'organisation à mettre en place. Donc, ce référentiel, il est opposable et il se substitue à n'importe quel autre document parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais nous avions une charte régionale à l'époque, sauf que du coup, le référentiel national prend le dessus. Par contre, on peut compléter ce référentiel avec des documents qui sont au niveau de vos structures. Donc, ça peut être des chartes d'identité-vigilance ou d'autres procédures le complétant. Donc, j'en ai un peu parlé, mais du coup, le périmètre du référentiel national, il reprend les bonnes pratiques du coup d'identification primaire et secondaire, les bonnes pratiques de gestion de l'identité nationale de santé et de gestion des risques, et reprend un peu tout ce qu'il y a autour de la gouvernance et de la politique d'identité-vigilance. Donc, les points clés du référentiel national qui vous seront détaillés juste ensuite. Il y a un point sur du coup les traits d'identité qui sont à recueillir. Il y a un nouveau champ avec le nom, le prénom utilisé, mais on y reviendra aussi. Il clarifie les règles de saisie des traits d'identité. Il indique quels sont les documents qui sont nécessaires pour fiabiliser l'identité. Et il y a 2 nouveaux statuts d'identité qui peuvent être attribués à une identité. Donc, avant de passer à la mise en pratique, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, monsieur Aubtin? Oui, je disais donc que ce que j'entends là, notre charte régionale que nous avions eu un certain nombre de temps à élaborer, vous dites, elle est supplantée par le national, je suppose, mais Oui. globalement, je n'ai pas eu le temps de revoir ça. On y retrouve quand même, j'espère, au national, tous les travaux, tout ce qu'on a fait, toute la sécurité qu'on a pu mettre dans la nôtre. J'espère bien. On avait fait, lorsqu'il y a eu la concertation, parce qu'il y a eu une concertation avant la publication du référentiel national, Oui. nous, on avait fait un peu le comparatif du coup avec notre charte aussi parce qu'on avait le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qui était indiqué dans le référentiel au niveau national, et notre charte correspondait quasiment en tout point, mis à part les spécificités sur l'INS qu'on ne connaissait pas. Du coup, au référentiel national. Donc, on est aligné, quoi. On est aligné. On a oui, il y a quelques petites différences, mais qui ne sont pas des points majeurs.
Notamment, je pense aux documents qui permettent de valider l'identité et quelques petites choses qui sont différentes. Mais en effet, le RNIV, c'est le fruit d'une collaboration de l'ensemble des régions, pour aboutir à un document, final. Donc nous avons participé aussi aux travaux de relecture de ce référentiel. J'entends bien, je me doute. Donc, s'il y a des différences qui, quelque part, peuvent, soit elles sont invisibles, ces différences, elles sont techniques ou informatiques, et elles ne concernent pas ou elles sont invisibles pour l'usager que nous sommes en représentant des usagers, c'est pas grave. Si toutefois, elles impactent d'une manière la sécurité ou la façon dont il faut être vigilants quand quelqu'un prend notre identité, ce serait intéressant qu'il y ait peut-être un petit document, quelque chose qui, pour les gens qui travaillent avec Prélis, on puisse le savoir. Donc, en même temps, plus globalement, je reviens en général. Aujourd'hui, on est en train de construire des DAC informatiques. On est en train de travailler, puisque le texte prévoit que pour juillet 2022, il doit y avoir des DAC, c'est le même acronyme, mais là, c'est les dispositifs d'appui À la coordination. Là, moi, je suis sur un territoire qui est Douai, l'île Sud-Est. Donc, quelque part, je suppose que dans toutes ces structures qui sont en cours de construction, les référentiels d'identité va être la base de référence de toute personne qui va, tout ce qui va être intégré d'une manière ou d'une autre dans ces dispositifs d'identité. Oui, J'espère bien. elle le doit, et on compte aussi sur votre vigilance pour le si vous êtes dans des travaux sur lesquels nous, on n'est pas, pour le faire remarquer. Mais en effet, le RNIV doit être la référence pour tous et l'INS. OK, merci. Ouais, pour répondre à Olivier Christophe de Cohen, bonjour à tous. Effectivement, le référentiel reprend tout ce qui était demandé, et en ce qui concerne donc les usagers et ce que doivent connaître les usagers, et là on compte sur vous pour le faire diffuser, c'est essentiellement la nécessité des documents validant l'identité, notamment carte d'identité, passeport et titre de séjour, qui sont les 3 documents majeurs pour valider une identité. Donc c'est vraiment le truc. Et effectivement, toutes les personnes qui vont travailler ou qui doivent travailler sur leur identitovigilance à l'intérieur des établissements de santé et tous les autres systèmes de santé doivent se baser sur le RNIV. Et un des gros travaux qui sera à mettre en place, ça va être pour la santé et la ville. Et là, ça va être un vrai gros travail, parce qu'il va falloir faire comprendre aux généralistes que la personne qui voit depuis 30 ans, il a besoin à un moment ou à un autre de valider son identité correctement, et la personne qui est en face et qui voit son généraliste depuis 30 ans, qu'elle accepte de dire, bah oui, là, vraiment, il faut que je monte ma carte d'identité, il faut que j'y aille. Voilà. Je crois que c'est là qu'on va avoir le plus de problèmes. Christophe, c'est intéressant dans la mesure où nous, on a France Asso Santé, puisque je suis secrétaire régional France Asso Santé, on a un comité régional, mais je pense que fin juin, mais qui est déjà bien chargé, et puis qui reste encore en visio, mais je pense qu'on a une prochaine réunion qui est prévue en septembre-octobre, donc ça laisse un peu de temps. Mais ce genre de données ou d'informations, ce serait intéressant quand même s'il y a quelque part des documents qui puissent être préparés ou quelque chose, qu'on puisse ventiler ça ou mettre ça à l'ordre du jour de notre comité régional du mois de septembre. Je ne sais plus si c'est septembre ou octobre, ça doit être septembre, parce que justement, je pense que je suis comme vous, je suis, moi, persuadé que c'est quand même à l'usager de vérifier, et pour avoir eu l'expérience plusieurs fois, que ce soit moi ou pour des proches, d'aller vérifier plus que jamais la pertinence de l'identité qui sont dans les documents existants en plus déjà. Tout à fait, mais il y a des documents qui vont sortir, hein. Ça travaille dessus à la fois au national et à la fois en régional. Et effectivement, je pense qu'il faudra qu'on élabore des documents avec vous, mais je pense qu'au national, ça se fait aussi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Ok, dans ce cas, on va continuer. Donc, en pratique, comment mettre en place l'identification primaire dans vos structures? Donc, comme vous le voyez, il y a un certain nombre de barrières de sécurité qui permettent de fiabiliser l'identité. Donc, ça passe par le respect des règles opposables. Donc,
c'était la discussion que M. Decoene et M. Doptin avaient juste avant, donc en respectant le RNIV ou des recommandations régionales, hein. En évaluant les acquis de ces collaborateurs, en les sensibilisant et en les formant, en formant également du coup les usagers et en mettant en place des conditions favorables au respect de ces bonnes pratiques, notamment lorsqu'un nouveau collaborateur entre dans la structure, etc., bien lui expliquer les règles d'identito-vigilance et les bonnes pratiques, et en déclarant du coup systématiquement aussi les anomalies qui peuvent être détectées. Donc la première étape, lorsqu'un usager arrive dans votre structure, c'est bien de lui demander ce qu'on appelle un document à haut niveau de confiance, ce qui permet du coup de fiabiliser son identité, hein. Donc Monsieur Decoene en avait cité presque la majorité, sauf le titre de séjour qui du coup avait été retiré du référentiel national, mais ils sont en discussion pour l'ajouter. Donc, mais vu qu'il n'a pas été à nouveau publié, je ne l'ai pas référencé pour le moment. Donc, il y a le passeport français ou étranger, la carte d'identité française ou étrangère. C'est justement là où je me contredis, pardon. Le livret de famille ou l'extrait d'acte de naissance pour les mineurs, ou un dispositif d'identification électronique, style France Connect ou La Poste. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, pour être certain que l'identité n'existe pas dans votre système d'information ou dans votre organisation, on recherche l'identité. Donc il y a une manière de rechercher l'identité qui est de renseigner la date de naissance et les 3 premières lettres du nom de naissance afin de s'assurer que l'usager n'existe pas déjà dans notre logiciel maître d'identité ou dans notre organisation pour gérer les identités. Ensuite, s'il n'existe pas, on crée l'identité de cet usager. Donc, on a un certain nombre de traits dont j'avais déjà parlé tout à l'heure, donc les traits stricts. Donc, on doit reprendre l'ensemble de ces traits afin de créer une identité en s'assurant et en contrôlant avec le document qui prouve, du coup, carte d'identité, etc., qu'on renseigne bien les bonnes informations dans notre système. Et ensuite, il y a aussi les traits complémentaires qui permettent de faciliter la communication avec l'usager en fonction de votre organisation, donc l'email, le téléphone, etc. Il y a des règles à respecter lorsqu'on renseigne ces fameux traits d'identité. Donc, il faut savoir qu'ils doivent être inscrits en majuscules, il ne doit pas y avoir d'accent, de tréma ou de cédille, il ne doit pas y avoir bien évidemment d'abréviation, et on conserve les traits d'union et les apostrophes. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre structure d'accueillir une personne qui, sur sa carte d'identité, s'appelle d'une manière, Madame Dupont par exemple, mais qui s'est toujours fait appeler d'une autre façon. On doit, notamment, il est inscrit dans le référentiel national, renseigner le nom ou le prénom qui est utilisé par cette personne, qui était anciennement appelé le nom de prénom d'usage, afin de pouvoir communiquer avec elle plus facilement lorsque, par exemple, elle est dans une salle d'attente ou autre, on l'appelle par son nom pour qu'elle se reconnaisse et qu'on fasse justement pas d'erreur. Donc, il est à renseigner si ça diffère du nom ou du prénom de naissance. Ensuite, on a des règles aussi concernant le format que doit avoir la date de naissance. Et si on ne connaît pas le jour, le mois ou l'année de naissance, il y a des règles à respecter. Concernant le renseignement du lieu de naissance, on demande à ce que ce soit le code INSEE, qui est différent du code postal. Donc, on a remis un lien qui permet d'avoir la liste des codes INSEE en fonction de la commune de naissance. Et si, pareil, on ne connaît pas le code INSEE du lieu de naissance ou pas du tout le lieu de naissance non plus, on renseigne 99999. Je peux me permettre? Olivier Doptin, j'ai le cerf-volant. Est-ce que vous pouvez revenir au slide d'avant? Je ne suis pas sûr d'avoir bien capté ce que vous avez dit. Sur le prénom utilisé? Oui, je vais essayer de le concrétiser par un exemple qui devrait parler à tout le monde pour voir si j'ai bien compris. Si je m'appelle Jean-Philippe Smet, c'est mon état civil, donc c'est mon nom d'état civil. Mes papiers sont à ce nom-là.
Oui. Mais je suppose que ce n'est pas Johnny Hallyday qu'on va appeler dans la salle d'attente où tout le monde le connaît sous le nom de Johnny Hallyday. Est-ce que c'est quelque part ça qu'il faut comprendre, que le nom d'état civil, ce que j'appelle, n'est pas, si quelqu'un a un autre nom courant ou a une autre identité courante, je ne parle pas d'un alias, mon exemple il est peut-être un peu grec, mais voilà, si je connais une copine qui était au laboratoire du CHU, qui s'appelle de son nom d'une identité et qui a toujours été connue par tout le monde, y compris par ses collègues, sur une autre identité, y compris le nom et le prénom. Donc je me dis quelque part, est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Est-ce qu'on doit plutôt privilégier un nom d'usage, celui qui est connu et qu'elle utilise, ou son nom d'identité, d'état civil d'identité? Alors, le nom de l'état civil, il est là pour fiabiliser l'identité. Parce que c'est une donnée qui est fixe et qui est fiable. Par contre, les champs qui sont ouverts sur les prénoms et noms utilisés, ils ont été ouverts pour faciliter la communication avec les personnes. Ce n'est pas tout à fait le même usage et c'est pour ça qu'il y a la possibilité de saisir les deux critères. Christophe de Cohen, pour bien simplifier les choses. Pour la recherche et l'identitovigilance primaire, c'est la carte d'identité ou le passeport ou les autres moyens qui font foi et qui sont notés et qui font foi du dossier informatique. Après, rien n'empêche un établissement, les soignants, qui que ce soit, de garder le nom d'usage, Johnny Hallyday, tout ce que vous voulez, parce que c'est le nom habituel avec lequel la personne est appelée. Mais dans tous les cas, et ça c'est vraiment un travail à faire par les bureaux d'entrée, mais également par les usagers, dans tous les cas, le nom de la carte d'identité et tout ce qui est marqué sur la carte d'identité sont les seules choses réelles. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça et ça va être Non, mais c'est bien de le dire parce que c'est ça. Ça va être difficile pour certaines personnes qui souhaitent garder leur nom d'usage, et on peut le comprendre, et on peut très bien leur demander à l'entrée de bien faire préciser, on vous rentre vos identités réelles, mais on conserve votre nom d'usage. Mais justement, et c'est pour ça que j'interviens, il faut surtout éviter de repartir avec les noms d'usage en premier. Voilà, et c'est vraiment ça qu'il faut éviter, parce que sinon, le nouveau référentiel, il sert à rien, quoi, grosso modo. Voilà. On est bien d'accord. Si, il va servir à colliger le NIRS et on va se faire avoir encore. Voilà. Donc clairement, identité civile, nom d'usage, si et seulement si et avec précaution. Voilà. Ok, on est d'accord. Merci pour ces précisions. Très très clair. Du coup, vous aviez aussi une question sur cette slide-là, Monsieur Bobtin? Ou c'était bon? Non, c'est parce que qu'ayant eu aussi dans mes activités diverses à gérer les bureaux des entrées, il y a aussi il y a des codes quand tous les gens qui sont nés en Algérie, il y a un code, je sais plus, un code de l'Algérie qui doit être, mais qui est commun à tout le monde. Donc quelquefois ça n'aide pas beaucoup, mais ça on verra. Ça n'aide pas beaucoup à identifier l'orthographe correcte du nom, parce qu'en plus souvent dans les gens qui sont d'origine, j'allais dire du monde arabe, ils ont souvent des prénoms qui sont pareils que le père, voilà. C'est aussi vrai quelquefois dans nos générations à nous. Hein. Quelquefois, il y a René, il y a eu 3 générations de René, mais on a au moins des adresses et des codes postaux. Tandis que là, quelquefois, ce n'est pas évident. C'était ça qui me faisait référence à quand c'est marqué le lieu de naissance inconnu 9999. Ça doit être quelque chose comme ça, l'Algérie, je crois que c'est 99, un truc comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a quand même intérêt à être complet, je veux dire, et vigilant et complet, compte tenu que c'est quand même, je pense, moi qui vais l'expliquer à pas mal de gens au sein de France Asso Santé, puisque je suis quand même l'un des rares à être le plus au fait, c'est-à-dire des dossiers qui avancent. Voilà, c'était ça que je voulais. Mes réflexions, elles sont que personnelles et je me tais. Il n'y a pas de problème. Du coup, là, on a parlé de comment créer une identité lorsqu'elle n'existait pas, mais si elle existe, on peut également la modifier. Donc, si vous avez un DUI qui est interopérable avec les autres logiciels métiers, si vous en avez dans votre structure, il faut savoir que la modification de l'identité, elle est limitée à un certain nombre de personnes qui sont habilitées à modifier cette identité. Donc, ça peut être décrit dans des procédures, hein, les connaissances à avoir en matière d'identité-vigilance, etc.
Qu'elle ne peut être modifiée qu'au vu d'un document d'identité officiel, donc les documents au niveau de confiance qu'on a vu tout à l'heure, et qu'il faut garder absolument une trace de la modification effectuée. Et une fois que cette modification a été réalisée, il faut informer l'ensemble des personnes à qui on a pu partager cette identité de la modification qui a été faite afin qu'eux aussi la modifient de leur côté. Dans le cas où là, le DUI n'est pas interopérable ou que vous n'en avez pas du tout, du coup, la modification, elle se fait manuellement dans tous les cas, mais on contrôle bien le saisie des traits d'identité, toujours avec le document au niveau de confiance. Et on peut ajouter d'autres éléments de contrôle, comme de demander à l'usager d'énoncer à haute voix ses informations personnelles ou de demander a posteriori à un collaborateur de relire les données qu'on a insérées et d'avoir son avis, quoi. Peut-être qu'on s'est trompé dans l'orthographe, etc. Donc ensuite, on attribue un statut de confiance. Donc il y a deux statuts d'identité qui sont apparus avec le référentiel national, notamment dû à la spécificité de l'INS. Donc c'est l'identité qualifiée et l'identité récupérée. Donc l'identité qualifiée, c'est le top du top de l'identité. C'est ce qui va permettre de pouvoir partager les données de santé de l'usager avec l'ensemble des professionnels de santé qui entrent dans son parcours de soins. Donc ces deux identités-là, enfin ces deux statuts d'identité-là, on les attribue que lorsque l'INS, donc un appel au téléservice INSI, a été effectué. Donc quand c'est une identité qualifiée, c'est le petit plus, c'est simplement qu'on a fait un contrôle de cohérence entre les traits qui étaient déjà enregistrés auparavant dans notre système et le document d'identité. Or, quand l'identité est au statut récupéré, on n'a pas fait cette étape-là de contrôle. Et du coup, pour revenir sur le contrôle, il est interdit de valider une identité sans avoir vraiment eu pour preuve un document officiel d'identité. Et donc, on vient au statut que vous connaissez sans doute déjà, le statut à l'identité validée et l'identité provisoire. Donc là, on n'a pas récupéré l'INS, il n'y a pas eu d'appel au téléservice INSI, mais pour la valider, on a fait le contrôle de cohérence et pour la provisoire, on n'a pas eu de document qui permettait de fiabiliser l'identité. La nouveauté aussi avec le référentiel, c'est qu'on peut attribuer un attribut à un statut d'identité. Donc, ça peut être que l'identité, elle est homonyme, elle est douteuse ou elle est fictive. Et ces attributs-là, ça permet de savoir qu'il faut être plus ou moins vigilant lors de la manipulation de cette identité pour X ou Y raison. Monsieur A va à l'hôpital, il faut faire attention parce qu'on a mis l'attribut identité homonyme, donc il ne faut pas se tromper de personne quand on prend Monsieur A ou Monsieur B. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe la main à Anne-Cécile Gilquin sur la mise en pratique de l'identification secondaire? Il y avait une question dans le chat Ah. de Dominique Romeo sur la saisie des traits d'union et des apostrophes. C'est, je pense, au regard du positionnement qui avait été notre positionnement régional avec la charte où on avait mis en méthode prioritaire de saisie d'être au plus près de la carte d'identité et de ne pas saisir les traits d'union et les apostrophes uniquement si le système d'information de l'établissement ne permettait pas de les gérer. En effet, le référentiel national n'a pas mis en avant cette volonté d'être au plus près de la carte d'identité et rester sur la règle de saisie sans trait d'union et sans apostrophe. Donc, nous, on essaye de faire valoir la position qu'on avait au préalable, mais on peut en effet considérer que ça constitue un léger retour en arrière. Mais si votre système d'information les gère et que ça ne vous bloque pas dans les recherches, l'origine de cette règle, c'est d'éviter dans la recherche de perdre des dossiers, enfin en tout cas de perdre des résultats et donc de passer à côté de certaines personnes parce qu'on aura l'un saisi les traits et pas l'autre. Si vous avez un système d'information et que ce système d'information permet de gérer les traits d'union et les apostrophes, vous pouvez tout à fait garder la même méthode de saisie, ça pose pas de souci.
Après, la question, et ça, je ne sais pas, c'est peut-être Zoé qui a la réponse, c'est est-ce que quand vous saisissez les traits, si vous saisissez de manière manuelle les traits pour faire l'appel au téléservice, je ne sais pas si le téléservice INSI prend en compte les traits d'union et les apostrophes, ou si à ce niveau-là, il faudra les saisir sans ces caractères. Si je suis la logique de la recherche d'identité, et le respect, quand on insère des informations concernant le patient, si on demande à ce qu'on mette les apostrophes et les tirets, je suppose qu'il faut aussi les intégrer lors de l'appel au téléservice. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir que je vérifie. Et je me le note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour, Dominique Remiot. En fait, lorsqu'on supprimait les traits d'union, les apostrophes, les caractères diacritiques, c'est parce qu'il y avait eu un arrêté, si je ne me trompe pas. Une circulaire de 2013, mais qui du coup, ça. Oui, le C'est RNI. Alors l'arrêté, ce qui nous a été dit ce matin, c'est que l'arrêté qui rend opposable le RNIV devrait être publié prochainement, et du coup cet arrêté aura un niveau supérieur à la circulaire, et la circulaire n'aura plus de valeur. D'accord. Ok. Ok, merci. C'est une règle juridique, ça. C'était à l'origine des règles de bonne pratique qui avaient été fixées par circulaire. Là, on sera sur un... Ce que je voulais dire par là, c'est que de toute façon, en droit public, un arrêté est de toute façon supérieur à une force de loi circulaire. sur une circulaire Tout à fait. qui n'a jamais eu de force de loi en elle-même. C'est plus Tout à fait. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Et le RNIV ayant été publié déjà depuis le mois d'octobre, on peut considérer qu'il a un niveau, même si pour l'instant l'arrêté n'est pas publié, il a un niveau équivalent à une circulaire, et on peut d'ores et déjà considérer que la circulaire, du coup, est caduque. Mais avec l'arrêté, on en sera sûr, puisqu'on sera sur une hiérarchie des normes supérieure. Ça veut quand même dire que sur le terrain, en fait, on avait demandé à nos agents administratifs de supprimer donc les apostrophes et les tirets lorsque les patients se représentaient, et là, on va faire l'inverse. C'est ça. Mais la charte régionale vous demandait déjà de les remettre, donc c'est dans la continuité. Ouais, Christophe de Cohen, on va quand même pointer un gros problème là, parce que dans les bases de données, vous allez avoir deux malades, un qui va arriver, qui est déjà connu avec 100 espaces et les signes, et on va rentrer le même, mais avec les espaces et les signes. Donc ça, c'est un truc où ça va quand même, je pense, mettre un petit peu le bras dans les identito-vigilances, les collisions et les choses comme ça, non? Enfin, je pense, vu de loin comme ça. Oui, c'est sur la mise en place du RNIV et de l'INS, il y a un temps d'adaptation qui fait qu'il y a une revue des bases à faire pour... Oui, mais ça va être important, hein, parce que... Oui, tout à fait. Je ne sais pas si du coup, dans les personnes qui assistent pour l'instant au webinaire, on a des personnes qui ont déjà mis en place l'INS et qui du coup pourraient nous faire un retour d'expérience. C'était le cas tout à l'heure lors du premier webinaire de l'ANS ce matin, et j'avais trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas si on est dans le même cas pour cette réunion. On n'a personne. Mais du coup, la personne qui s'exprimait... Parce que les éditeurs ne sont pas prêts. Oui, la majorité des éditeurs ne sont pas encore prêts. J'étais même étonnée qu'il y ait quelqu'un ce matin qui l'ait déjà, mais du coup, c'était assez enrichissant. Et ce que nous disait la personne, c'est qu'en effet, il y avait eu une conduite du changement à faire, mais eux, je pense, étaient déjà passés sur cette modalité de saisie au plus près de la carte d'identité, donc avec les apostrophes. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que eux s'étaient sentis confortés du coup par le RNIV qui entérinait cette règle-là.
Mais en effet, du coup, sur la mise en place, il y a une certaine période où les temps de vérification et les temps de saisie vont être plus longs parce qu'il va falloir à la fois appliquer de nouvelles méthodes et avoir des mesures de vérification pour éviter les doublons qui seront plus fortes parce qu'on aura eu des méthodes de saisie différentes sur plusieurs périodes. Et excusez-moi, Madame Fagnon du Centre hospitalier de l'âme, c'est moi ce matin qui a parlé de l'ISF. Je suis là. Justement, on en parlait avec mon collègue, M. Jacmel, qui est là aussi, qui est aussi référent sur l'identito. Nous, on avait encore, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas autant de pourcentage au niveau d'identité qualifiée, puisque nous, tout ce qui était en trait d'union en apostrophe, on avait encore gardé la saisie de retirer le trait d'union et l'apostrophe. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que on n'a pas autant d'identité qualifiée pour l'instant, parce qu'on était encore sur des règles de saisie anciennes. Voilà. On n'a pas incorporé les traits d'union dans nos identités. Puisqu'on ne sait pas justement, entre notre logiciel de création qui est Médiane et notre logiciel médical, on a vu un problème avec les traits d'union qui se transformaient en 6 au niveau du logiciel médical. Donc, à l'heure actuelle, on enlève les traits d'union de nos prénoms composés. D'accord. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez le problème avec le prénom que vous nous remontiez ce matin. Peut-être. Du coup, c'est ce qu'on se disait, on va contacter notre logiciel pour ça. Et du coup, vous nous confirmez que pour l'appel manuel au téléservice INSI, on peut bien saisir les traits d'union et les apostrophes, ce qui semblait logique. Tout à fait, ça remonte comme ça. Merci beaucoup. Avec le trait d'union. Christophe de Cohen, je pense qu'il y a un réel travail de communication à faire là-dessus parce que font les établissements ou tous les systèmes de santé qui ont une base de données sans trait d'union, sans espace, sans apostrophe, face à aux nouvelles contraintes, de façon à ce qu'il y ait vraiment des conduites à tenir qui soient mises et qu'ils fassent attention parce que quand même des agents de bureau d'entrée qui vont se retrouver en disant mais c'est le bon malade, en fait, il faut plus que je le rentre. Enfin voilà, ça va être, il va vraiment y avoir des interrogations. Donc il faut vraiment qu'il y ait un travail de fait là-dessus. Je pense qu'au national, ça doit être pareil, hein, mais il faut peut-être le faire remonter. C'est bien noté de notre côté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, je te laisse, Anne-Cécile, prendre la main. Oui, merci beaucoup. Donc, quelques mots sur l'identification secondaire, hein. L'idée, vous l'avez bien compris, il y a des règles que Zoé vient de vous exposer pour s'assurer d'avoir une identité fiable au moment où l'usager entre dans la structure. Donc, s'assurer que l'identité de la personne est rentrée correctement dans le système d'information. Maintenant, l'identification secondaire, l'identitovigilance secondaire, ça consiste à s'assurer que sur le reste de son parcours, on sera bien aussi face à la bonne personne pour lui administrer le bon soin, le bon acte, le bon service, hein, qu'on administre bien la bonne prestation à la bonne personne. Donc, il s'agit de vérifier que la personne qui doit être bénéficiaire de cet acte est bien la personne pour laquelle l'acte a été prescrit. Et donc, c'est vraiment à chaque étape du parcours de l'usager, s'assurer de la cohérence entre l'identité de la personne qu'on a face à soi et celle qui est affichée sur les différents documents de prise en charge. Ça peut être la prescription, ça peut être le bon de transport sur lequel il y a son étiquette, ça peut être également l'identité qu'il y a dans son dossier que vous avez sous les yeux au moment de lui procurer un acte, un soin ou tout autre type de service. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, c'est vrai que quand on dit
à chaque étape de la prise en charge, à chaque étape du parcours de l'usager, bien évidemment, et surtout dans les structures médico-sociales où les durées de séjour peuvent être plus longues qu'à l'hôpital. Il ne s'agit pas non plus tous les jours pour chaque soin à la toilette, au petit déjeuner, lors de l'administration des médicaments, de vérifier 50 fois par jour l'identité de l'usager, parce que tout simplement les professionnels ne seraient pas en capacité de le faire, et puis l'usager aussi pourrait se poser des questions et se demander pourquoi on lui pose si souvent la question. L'idée plutôt, c'est de mener une réflexion et d'identifier, vous, en interne, dans votre structure, dans vos services, à quel moment il faut vérifier l'identité de l'usager. Alors, c'est vraiment repérer les moments critiques pour lesquels une erreur d'identité pourrait avoir des conséquences dommageables. Donc, soit vous avez peut-être déjà travaillé dans vos structures sur des cartographies des risques qui identifient déjà ces moments critiques tout au long du parcours de l'usager. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à mener cette réflexion et se dire, tiens, peut-être qu'il faut qu'on fasse une règle institutionnelle de vérification de l'identité par exemple, quand un nouvel usager arrive dans la structure. On ne le connaît pas encore, donc on va peut-être vérifier de manière plus accrue lors des premiers temps de la personne dans la structure. On va vérifier de manière plus accrue son identité. Également, lorsqu'un professionnel, à chaque fois que c'est son premier contact avec cet usager, ça peut être intéressant d'insister à ce moment-là de vérifier son identité par rapport à l'identité, bien évidemment, qui est rentrée dans le système d'information ou que vous retrouvez sur les dossiers. Également, après un temps d'absence, par exemple, du professionnel, on peut dire, voilà, il est parti en vacances, les grandes vacances d'été, après un retour de 3 semaines de congé, il y a pu y avoir des mouvements au niveau du secteur. Donc, effectivement, c'est intéressant d'insister à ce moment-là sur, à nouveau, revenir sur des vérifications un peu plus systématiques des personnes avec qui le professionnel sera en contact. Également, lorsque un professionnel change de secteur, il est appelé en renfort, par exemple, dans un autre service, là aussi, il ne connaît pas aussi bien les usagers présents que le professionnel qui est habitué à ce service. Donc, ça peut aussi être un moment opportun pour vérifier l'identité. Pour les actes à risque aussi, on sait que il existe souvent des événements indésirables qui peuvent avoir des liens avec l'identité-vigilance, en lien avec l'administration des médicaments, ou alors lors de la distribution des repas. Vous êtes dans des structures où souvent les usagers peuvent avoir des régimes particuliers, que ce soit sur la texture aussi de la nourriture qui peut être servie, ou les régimes sans sel, ou sans plein d'autres choses. En tout cas, c'est des moments importants. Et derrière, il y a aussi les allergies alimentaires qu'il faut pouvoir éviter. Donc, bien s'assurer qu'on donne le bon repas à la bonne personne. Le bilan sanguin aussi est un moment important. Et sans oublier, ce n'est pas une liste exhaustive, bien évidemment, c'est à vous mais je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Un point qui est important aussi, c'est bien évidemment le transfert. On sait que c'est souvent au moment des interfaces où il peut y avoir des erreurs. Donc, lors du transfert de l'usager vers un autre professionnel pour aller en consultation, ou alors si la personne doit être hospitalisée, par exemple, il faut être extrêmement vigilant sur l'identité à ces moments-là. En tout cas, on vous invite vraiment à mener cette réflexion et puis, bien évidemment, à inscrire les règles que vous allez définir dans vos procédures, dans vos chartes et dans vos documents qualité pour vous assurer que ce sera bien diffusé auprès de l'ensemble des professionnels. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Comment vérifier l'identité? Une fois qu'on a défini à quel moment il s'agit de la vérifier, de manière, bien évidemment, à chaque fois que c'est possible, il faut demander directement à l'usager de décliner son identité. On en a déjà parlé tout à l'heure. L'usager est lui-même acteur de sa sécurité. Il faut qu'il y participe activement. Donc, s'il est possible, s'il est en capacité de pouvoir s'exprimer, ne pas hésiter à lui demander de décliner son identité. Bien évidemment, on va éviter de lui poser la question sous forme fermée en lui disant vous êtes bien monsieur
un tel ou vous êtes bien madame un tel, mais la bonne pratique est plutôt d'interroger l'usager par une question ouverte en lui demandant « Pouvez-vous me décliner votre nom? Pouvez-vous me donner votre prénom? Pouvez-vous me donner votre date de naissance ?» pour avoir du coup la réponse exacte à la question qui est posée. Et puis, je reviens justement sur ce que Zoé expliquait tout à l'heure, c'est là où il faudra aussi être attentif à prendre en compte les noms utilisés et prénoms utilisés, hein, afin que l'usager, quand on va s'adresser directement à lui pour lui parler, se reconnaisse lorsqu'il est interpellé. On le voit souvent, le prénom utilisé, par exemple, hein, pour des personnes qui sont nées à l'étranger, mais qui vivent depuis très longtemps en France, peuvent avoir leur nom, je ne sais pas moi, par exemple, Francesco, pour une personne née en Italie, c'est le nom, son prénom à l'état civil, mais finalement, ça fait une trentaine d'années qu'il se fait appeler François. Donc, il faudra bien s'adresser à lui en l'appelant François. Et c'est important aussi que les professionnels soignants et les professionnels éducatifs qui assurent la prise en charge des usagers tout au long de leur parcours aient bien la notion, la différence entre nom de naissance, prénom de naissance et nom utilisé et prénom utilisé. Donc ça, c'était… Anne-Cécile, Oui. me permets, là, reviens à la slide d'avant, ou je sais pas. Voilà, tu as eu quelque chose de très important, utilisateur que je suis, dans la première phrase, à chaque fois que possible, demander directement à l'usager. Parce que dans le médico-social, il y a beaucoup d'usagers qui sont accompagnés, soit par un aidant, soit… Donc, et souvent, il répond avant même que l'usager ait répondu. Donc, c'est demander directement à l'usager. Ce mot-là, me semble-t-il, en médico-social, toute son importance. Effectivement. Donc, voilà, la première manière de vérifier l'identité, c'était vraiment en s'adressant directement, en échangeant directement avec l'usager, avec la personne. Et puis, si elle n'est pas en capacité de répondre aux questions pour diverses raisons, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des dispositifs d'identification physique. Alors, ça peut être les bracelets, bien que je ne suis pas sûre qu'ils soient très utilisés dans le secteur médico-social, mais plutôt, on retrouve souvent l'utilisation d'une photographie dans le dossier de l'usager ou un affichage aussi sur les portes des chambres, hein, des photos des résidents. En EHPAD notamment, on peut rencontrer ce type de situation. Donc, c'est vrai que ces dispositifs sont fortement utiles lorsque l'usager est sujet à des troubles, etc., pour pouvoir s'assurer que c'est le bon usager, qu'on vérifie son identité. Ce sera aussi à formaliser dans vos procédures et vos chartes. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il sera important de préciser dans vos procédures ou vos chartes d'identité-vigilance de quelle manière sont faites les choses, de quelle manière on pose le bracelet, de quelle manière on intègre la photographie de l'usager dans son dossier ou auprès de sa chambre. Il faut bien évidemment s'assurer qu'il en est d'accord, qu'il est bien informé, et puis aussi d'actualiser régulièrement ces photos pour garantir ce système sécurisé d'identité-vigilance, parce que on peut le voir notamment pour les personnes âgées, hein, qui peuvent même physiquement assez rapidement parfois décliner, et donc c'est important que la photo soit actualisée régulièrement pour être sûr que les soins ou soient administrés vraiment à la bonne personne. Merci. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Madame Ouflin, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Excusez-moi, apparemment, ça ne fonctionnait pas sur mon écran, mais vous l'avez vu. Je suis désolée, j'ai raté peut-être les 10 premières minutes de ce temps d'échange. Je suis Christine Ouflin, à la direction adjointe de la protection maternelle et infantile, département du Nord. Et d'abord, une question toute bête. Le document qui est présenté là, on aura aussi la possibilité de le récupérer? Le document ainsi que vous visionnez là actuellement. Le support, oui, il n'y a pas de problème. Le support va être en libre accès sur le site internet du collectif, ainsi que la visio qui sera disponible en replay.
D'accord. Et du coup, moi, je me permettais d'intervenir parce que nous parlons beaucoup d'usagers au niveau du département du Nord et je suis en train de mesurer l'impact que cela peut avoir pour la présentation des usagers, quels que soient les services concernés, pas seulement la PMI, pour le département du Nord. Si j'ai bien compris, il faudra donc demander aux personnes de justifier leur identité, de les amener à décliner leur identité à partir d'une pièce pièce d'identité, et éventuellement avec photo. Ça concerne aussi tout ce qui est dans le secteur social, parce que là, j'ai entendu beaucoup d'acteurs hospitaliers. Je voulais savoir si c'est aussi pour le social, si cela amène, du coup, l'impact est assez énorme. Et donc, cela part de l'arrêté national qui vient qui va être incessamment sous peu posé, c'est cela? C'est ça. En fait, les règles, elles concernent tous les acteurs qui prennent en charge des personnes pour une prise en charge en termes de santé. Donc, Oui. les acteurs du social également. Et du coup, vous avez dans le document qui va être fixé par l'arrêté, il y a différents volets, c'est ce qu'on a expliqué en début de session. Et il y a des volets pour les acteurs qui... alors, il y a un volet pour le sanitaire où les exigences sont plus poussées et les autres volets où on fixe les exigences minimales. Du coup, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est essentiellement les exigences minimales. Donc, en effet, la présentation de pièces d'identité et la saisie des traits stricts à minima pour créer une identité, ça fait partie du socle commun pour tous les utilisateurs de données de santé. Donc, j'ai entendu que dans la saisie des noms, on peut maintenant utiliser, et il faut utiliser apparemment. Ça, c'est pas obligatoire. Ceux qui sont obligatoires pour créer une identité, c'est ceux qu'on appelle les 5 traits stricts liés à l'INS. Donc, c'est le nom de naissance, oui. La liste des prénoms de naissance et à minima le premier prénom, le sexe, la date de naissance et le lieu de naissance. Et ce sera obligatoire pour tous? Oui. Oui. Christophe de Cohen, juste pour bien mettre l'importance de ça. En fait, c'est pas pour embêter le monde, hein, c'est que si on veut passer au numérique, si on veut que les dossiers des patients soient facilement accessibles à l'ensemble des acteurs de santé, il faut que tous les acteurs de santé aient la même règle d'identito. Donc, c'est ça que définit finalement le RNIV, et c'est ça qui va permettre de rattacher le dossier médical, où qu'il soit, que ce soit dans un cabinet de docteur, voire dans un cabinet d'infirmier, voire dans un établissement médico-social, dans un foyer d'accueil médicalisé, ce dossier va être rattaché à un seul numéro. Et la numérotation est quand même bien plus simple que tous les accents, les traits d'union et tout ce qu'on connaît dans l'écriture alphabétique. Et l'enjeu, il est là. C'est qu'après, derrière, va s'enclencher, et effectivement, il va pouvoir s'enclencher la numérisation des dossiers et le partage de données sans avoir besoin de passer par du courrier, du machin, du bidule. Effectivement, il y aura des règles de confidentialité, ça c'est une autre histoire. Mais tant qu'on n'aura pas cette même règle d'identité et d'identitovigilance chez tous les acteurs de santé, on ne peut pas avancer, on est coincé. On le voit déjà dans les établissements de santé, c'est déjà compliqué, les doublons, les machins, les bidules. Donc là, comme on passe on ouvre surtout le champ de santé, cette identité et ces règles d'identité sont fondamentales. Elles ne sont pas extrêmement compliquées en elles-mêmes. Elles sont compliquées là parce que là, vous avez l'interaction et la collision de différentes manières de rentrer l'identité un peu partout. Voilà. Et donc, c'est vrai que les 2-3 années qui viennent là vont être extrêmement compliquées à gérer parce qu'il va y avoir la collusion. Une fois que les règles sont fixes, définitives et que ça ne bouge plus, les choses vont rouler. Voilà. Mais je comprends l'angoisse de tous les établissements en disant, mais va falloir, ben oui, va falloir. Voilà.
qu'il y avait d'autres questions ou compléments d'information sur l'identité-vigilance secondaire? Toujours Madame Mouflin. Du coup, c'est parce que je fais le parallèle entre effectivement les données de santé à caractère de santé pour ce qui est surtout la protection maternelle et infantile par exemple, et tout ce qui est donné dans la protection de l'enfance. Et du coup, est-ce que ça a le même impact? Cela concerne la même ligne de conduite? Parce que certains dossiers ou rapports n'ont pas forcément été vus dans le cadre de la santé, mais ont de l'importance de santé. Donc, du coup, je me pose la question, tous les services confondus doivent avoir cette même pratique. Oui, c'est à partir du moment où vous allez vous partager des informations, mais simplement Oui. de santé finalement. Et du coup, je ne suis pas spécialiste des PMI, PME, etc. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre du coup à ma place, mais voilà. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement fixé au national pour l'instant, parce que du coup, justement, le référentiel pour ce type de structures qui peuvent être sur un volet social plus important que le volet médico-social, on n'a pas encore forcément été jusque-là, mais le principe de base, c'est que tout acteur qui utilise les données de santé doit utiliser le référentiel national. Si vous êtes sur des échanges où vous savez que vous n'aurez jamais de données de santé, vous pouvez le faire différemment. Si vous êtes dans des usages où ça peut amener à une prise en charge au niveau de la santé des enfants, là, je pense qu'il est préférable d'utiliser les normes du RNIV pour être sûr d'être dans les clous le jour où il y aura un passage sur la sphère de prise en charge de santé. Madame Mouflin, vous avez des professionnels de santé dans les équipes de PMI? Oui, tout à fait. Oui. Tout ce qui est service de prévention maternelle et infantile est constitué quasiment que de professionnels de santé. Mais ils interagissent avec les services sociaux départementaux, l'aide sociale à l'enfance, qui sont également des services du département. Là, en l'occurrence, je parle pour le département du Nord. Enfin, je parle, non, mais, disons que je fais une visu sur le département. Et du coup, il y a des interactions. Et là, ce que vous indiquez, c'est vrai que je me dis que c'est un peu dommage qu'il n'y ait que moi pour l'instant dans cette visio. J'espère qu'il y a eu d'autres instances où les professionnels du département ont pu être inclus parce que ça a un impact énorme. C'est-à-dire qu'il faut reformater l'ensemble des professionnels, quels qu'ils soient du département, à la saisie d'identité des usagers, quels qu'ils soient, qui arrivent au sein d'un service de territoire. C'est énorme. Et du coup, l'arrêté, si j'ai bien compris, va sortir incessamment sous peu. Cela donne un délai de combien de temps avant que, quelque part, on soit jugé dans l'illégalité, si ça va jusque-là? Alors, la règle qui dit que toute donnée de santé doit être référencée sur la base de l'INS, elle est applicable au 1er janvier 2021. Donc, elle est déjà en vigueur. C'est le référentiel qui va faire l'objet d'un arrêté, mais la règle de référencement via l'INS, elle est déjà en vigueur. Mais il n'y a pas de... Enfin, on est tout à fait conscient qu'il y a beaucoup de changements de pratiques induits par ces nouvelles règles. Et de toute façon, les éditeurs ne sont pas tous en ordre de marche pour, par exemple, mettre en place l'INS. D'un point de vue pratique, je ne sais pas non plus si si vos éditeurs peuvent déjà être habilités à utiliser l'INS. Donc, il y a une phase sur plusieurs, il y a une temporalité sur plusieurs années sur la mise en œuvre. Christophe de Cohen, je pense qu'il faut faire remonter cette difficulté-là. Je pense que malheureusement, les centres de PMI, comme en plus ils font des vaccinations, donc on est typiquement dans le carnet de santé et tout ce qui va avec, rentrent effectivement dans le RNIV.
qu'effectivement leurs interactions avec d'autres services sociaux qui ont d'autres façons de rentrer d'identité va poser problème pour leur gestion de dossier, effectivement. Et la formation de leur personnel, c'est évident, donc il faut faire remonter ça assez vite. Il y a aussi les services prévention santé qui sont aussi impactés, il y a tout ce qui est pour l'autonomie, donc c'est vrai que c'est tentaculaire en fait. Oui, on se charge de faire remonter. Merci. Je vois que l'heure tourne, donc je vais passer du coup à la présentation du plan d'accompagnement et de communication qui a été construit au niveau de la région dans le cadre du déploiement de l'INS. Donc nous avons mis en place un plan d'accompagnement afin d'accompagner, d'où le nom, les structures, qu'elles soient médico-sociales ou sanitaires. Donc on a identifié là à ce jour des établissements et des structures pilotes qu'on accompagne de manière personnalisée, mais on accompagnera davantage de structures, notamment dans le cadre du Ségur de la santé. Du coup, on aide à la mise en place de cet accompagnement, donc en identifiant le site, l'équipe qui va se charger de l'équipe INS, comme on l'appelle, donc qui va se charger de mettre en place les actions qu'on aura pu identifier avec eux dans leur structure. Le service dans lequel l'expérimentation du déploiement de l'INS devra être lancée, et on met à disposition, pour ceux qui étaient là ce matin, ce midi, au webinaire du National, on met à disposition le questionnaire d'auto-évaluation qui nous permet à nous d'ensuite en faire une analyse afin d'identifier et de prioriser les actions qui peuvent être mises en place de manière prioritaire dans les structures. On a des actions de formation, de mise en œuvre technique et juridique. On met à disposition des documents qui s'articulent avec le plan de communication que je vais vous présenter par la suite. Il y a l'aide à la mise à jour des procédures en interne afin qu'elles soient adaptées aux exigences qu'il y a dans le référentiel national et les spécificités de l'INS. Et on aide à la production des indicateurs également. Concernant le plan de communication, notre objectif, c'était de faire connaître le référentiel national. Donc, le webinaire était une bonne porte d'entrée. On a également, il y a sur le site de l'ARS Hauts-de-France un document que nous avons aussi construit au niveau de la région qui reprend l'ensemble des points clés qui ont pu vous être présentés d'ailleurs lors de cette présentation, l'ensemble des points clés du référentiel. Donc, je vous mettrai le lien, enfin, je donnerai à Madame Riquière le lien et qui vous l'enverra par la suite. Voilà. Ensuite, on aimerait pouvoir faire connaître les modalités de mise en œuvre de l'INS. Du coup, on aide les établissements à situer dans leur pratique d'identité-vigilance, toujours avec le questionnaire d'auto-évaluation. Et ensuite, on communiquerait sur un retour d'expérience des établissements en région qui auront pu être accompagnés. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce plan d'action et ce plan de communication. Peut-être que tu peux redonner l'adresse aussi. Identité-vigilance. Je vais les remettre dans le chat ensuite, parce que si je coupe la présentation là, on va voir mon bureau. Je la mets. Merci. Bonjour, Olivier Doptin, France Asso Santé. Il est où le plan de com dont on vient de parler là, de la 29 et du 30? J'attendais la suite, mais donc c'est des choses qui sont dans les cartons ou... Non. Il y a des documents qui sont... Alors, ils vont être mis en ligne sur le site internet de l'ARS cette semaine. Et alors, du coup, il y aura une présentation à la fois des documents nationaux et des documents qu'on a pu mettre en place au niveau régional. Et alors, du coup, on a fait une présentation simplifiée des grandes étapes parce qu'en effet, le webinaire se finissait à 15 h, donc on n'est pas rentré dans le détail, mais il existe en effet un plan beaucoup plus détaillé
Et on pourra en reparler avec vous si vous le souhaitez, mais je crois l'avoir communiqué à Aurélie il y a déjà un petit moment. On pourra en reparler avec vous plus spécifiquement si vous le souhaitez. Merci. Je vois l'heure qui tourne et bon, en tous les cas, ça traduit la richesse des échanges et on mesure l'ampleur des travaux à venir et du coup de l'importance qu'on puisse collectivement faciliter l'accès à des ressources qui faciliteront comment dire, la mise en œuvre de ces pratiques à venir dans les organisations. Voilà, donc ce webinaire est voulu comme une séquence introductive, hein, il y aura nécessairement d'autres rendez-vous sur le sujet à venir. Je vous propose, si pas plus de questions, qu'on clôture cette séquence en vous indiquant que le prochain rendez-vous est fixé au 10 juin prochain, avec 2 séquences autour de la mise en place du dossier usager informatisé. Donc, vous voyez qu'on reste dans l'actualité du numérique en santé et l'actualité qui est fortement reliée au programme SMS numérique. Donc, une première séquence à 8h30, plutôt sur les questions de méthode, les points de vigilance, comment faire le bon choix d'une solution logicielle DUI. Et puis, une seconde séquence à 12h, qui, elle, va plutôt aborder la question du processus de déploiement et de l'accompagnement au changement dans les organisations. Voilà. En tous les cas, je clôture également en remerciant très chaleureusement Zoé, Mylène et Anne-Sophie Guilquin qui ont du coup animé cette séquence, en remerciant les uns et les autres pour leurs apports. Et puis, je vous souhaite une très très bonne fin de journée.